Comme je disais, donc j'ai rapidement, brièvement introduit nos panélistes. Aujourd'hui, nous allons essayer de soulever les questions justement de l'éthique et des questions des enjeux économiques. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle présente certainement ça. On en a, depuis tout à l'heure, on en parle des enjeux économiques énormes, importants, des opportunités de croissance dans le monde entier et certainement pour les pays africains. Mais le sujet aussi de l'éthique reste assez critique aujourd'hui. À ce jour, il y a pas mal d'efforts, pas mal de travaux qui sont en train d'être menés pour trouver justement ces cadres éthiques réglementaires et guider le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je vais commencer peut-être avec, allez, je vais commencer, je pense, avec Monsieur Meled Marrakchi, qui est à l'autre bout du panel, sur ces questions d'intelligence artificielle, de son potentiel aujourd'hui, des utilisations. Et j'aimerais bien vous écouter tous un petit peu à chaque fois en 1-2 minutes, hein, soyons brefs, parce qu'il y a plusieurs questions qu'on va essayer de soulever. Donc, Monsieur Khaled, je sais qu'il a aussi des choses à dire à ce niveau, mais on va commencer avec vous, Monsieur Marrakchi. Merci, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, la conférence de Karim Bekir était extrêmement intéressante comme introduction de notre Tout à panel. fait. Parce qu'une des questions qu'on se pose, et aujourd'hui on parle d'éthique, c'est que tout ce qui est possible, tout ce qui est possible à réaliser compte tenu des moyens, compte tenu de l'état de la science, compte tenu de la technologie, n'est pas forcément acceptable moralement. Et donc, la question qui se pose, et c'est là la question de l'éthique, quand on est en face de prendre la décision, est-ce que ce qu'on envisage de faire est acceptable ou pas, il y a des questions par rapport à des aspects de moralité. Est-ce que la morale, au sens de ce qui est communément accepté au niveau de la société, peut accepter ce genre de choses, ou il y a aussi des raisons légales, hein, le droit nous impose un certain nombre de choses, et puis il y a aussi des raisons prudentielles qu'on doit se définir. Alors je vais citer Jacques Attali qui disait que l'éthique est un élément fondamental que doit accompagner toute action humaine. C'est-à-dire, quand on est face à des technologies, à de la technologie, des possibilités comme l'IA, c'est extrêmement épanouissant, c'est extrêmement stimulant de travailler sur des problématiques, ces sujets-là. Mais il faudrait toujours se poser la question, est-ce que ce qu'on envisage de faire est moralement acceptable? Alors, pour fixer les idées, et quand je dis moralement acceptable, ça veut dire qu'on n'est pas forcément un alignement par rapport au Mhm, droit. mhm. Tout ce qui est légal n'est pas forcément moral, tout ce qui est moral n'est pas forcément légal non plus. Alors, la question, peut-être un exemple pour illustrer, dans le domaine médical, un médecin qui reçoit un patient et qui fait une consultation, il est en droit, de par la loi, de demander des honoraires. Mhm. Mais quand il s'agit d'un patient qui est un confrère ou une consoeur, moralement, ce n'est pas acceptable. Donc vous voyez un peu ce qui est moral, donc ce qui est accepté par la société, peut être autorisé, peut ne pas être autorisé ou peut être autorisé par le droit. Et Très- donc la question mhm. ici de la moralité et de l'éthique se C'est pose, et c'est l'objet de, je pense, que ce que nous devons examiner ici. tout à fait. Nous allons y arriver, mais je voulais parler un petit peu aussi de ces use cases, de ce qu'apporte aujourd'hui l'intelligence artificielle. Simer Khalil, on discutait il y a quelques instants, justement, et vous me disiez, est-ce que dans cette salle, comment les DSI aujourd'hui font usage de l'intelligence artificielle pour améliorer la productivité, la productivité de leur entreprise, mais également, vous avez, alors c'est pour vous citer, et qu'est-ce qu'ils en font pour améliorer leur quotient intellectuel? Voilà.
Non, je vais demander une question à la salle. Qui utilise Chatbot GPT, Claude AI, Perplexity tous les jours? Tous Tous les les jours. jours. Bah, déjà, qui les utilise Allez, déjà? une fois par semaine. Hein? Moi, je dis que ce que je dis, c'est que c'est vrai que ça fait moins d'une année, mais je vais donner quelque chose d'exemple. Si Karim a parlé du livre Thinking Fast and bon. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Il a dit lisez-le. Moi, je suis allé sur Chatbot GPT. Je lui ai demandé quels sont les points essentiels de ce livre. Et là, il m'a sorti le système 1, système 2. Ensuite, je lui ai dit je suis un enfant de 12 ans. Explique-moi comment, c'est quoi un biais et pourquoi c'est problématique. Et il m'a expliqué avec des exemples. Ensuite, je lui ai dit là, prépare-moi une présentation de 10 PowerPoint, de 10 slides PowerPoint pour des experts de ressources humaines sur ce livre. Et il a commencé à me parler de performance, de recrutement. Ensuite, je lui ai demandé, explique-moi. Il m'a préparé tout ça. Je lui ai demandé quelles sont les questions et les réponses que peuvent me poser. Et à la fin, en 15 minutes, je suis capable de dire maintenant, je suis un expert de ce livre que je n'ai pas lu. Et je fais une présentation comme si j'étais un expert. Au bout d'une heure. Au bout d'une heure. Et là vient le problème éthique. Aujourd'hui, grâce à cet outil, je pourrais me faire passer pour un spécialiste et même préparer toutes les questions possibles qu'on fait, alors que je ne suis rien du tout dans ce domaine. D'où vient le problème éthique? Alors, ce que je dis, c'est que si je n'utilise pas tous les jours, là, j'ai un problème, parce que je me laisse dépasser par les autres. Et ensuite, si vous voulez, je peux vous donner au moins 3 utilisations. Si vous ne les utilisez pas, vous avez perdu quelque chose. Première utilisation, s'il vous plaît, demandez à tous vos employés, avant de vous envoyer un email, de le faire passer par Chatbot GPT ou notre pour au moins le structurer. Parce que cet outil, vous prenez, vous écrivez une page, et là vous lui demandez, et il vous donne, et si vous demandez en 3 lignes ou en une phrase, tout ça, il vous donne l'essentiel. Ça permet d'augmenter la productivité d'une manière exponentielle, parce que moi, je n'ai plus, en tant que directeur, à lire tous ces 3 pages, des trucs comme ça. Et je lis des choses qui sont bien écrites, sans orthographe. Premier point. Deuxième point, si vous avez un rapport, que vous voulez, avant de faire le rapport, passez-le aussi, vous verrez qu'il va simplifier votre pensée et vous rendre beaucoup plus puissant. Troisième utilisation, si vous voulez envoyer une lettre en anglais, en arabe, en allemand, faites-la passer. C'est un excellent traducteur et écrivez dans la langue que vous maîtrisez. Il traduira de manière professionnelle dans toutes les autres langues du monde au lieu de passer. Si vous faites ces 3 choses, je vous assure que vous aurez déjà 20 à 30% de productivité augmentée et de QI augmenté. Très bien. C'est intéressant. Alors, et il y a justement ces problèmes, enfin, il y a cette problématique éthique qui en découle. Moi, j'aimerais bien écouter, tiens, on va du coup faire une sorte d'ordre, hein, c'était pas voulu, mais à Madame Lobna, Simer, juste le micro. Ouais. Les usages aujourd'hui, juste à chaque fois, voilà, comment vous voyez l'utilisation de l'IA dans des secteurs peut-être dans lesquels vous évoluez. D'ailleurs, tout à l'heure, nous parlerons du secteur bancaire également, et surtout les problématiques éthiques qui en découlent aujourd'hui. Alors, en fait, je serai en mesure de m'arrêter sur chaque interaction et chaque question C'est ce que je disais. pour en débattre pour 1 heure, voire plus, voire des heures. Et je ne pense pas que ChatGPT augmente le QI des personnes. ChatGPT permet d'avoir des informations. C'est un peu le système question-answer. Par contre, on est en mesure de l'utiliser pour pouvoir acquérir une forme de
raisonnement intelligent si on est capable de le questionner davantage. Et je pense que les prochaines versions vont le permettre facilement. Donc ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, c'est un système qui permet d'avoir des informations, tout simplement. Des informations de façon très rapide, très structurée, certainement. Mais par contre, ça ne permet pas de raisonner, de réfléchir. Et c'est là où nous, on a un rôle à jouer dans ce sens-là. Ça, c'est déjà pour réagir par rapport à cela. Il y a eu pas mal de questions très intéressantes sur l'éducation, effectivement, sur pas mal de sujets. Pour revenir à ta question, Wassim, en fait, aujourd'hui, hier, en fait, particulièrement dans mon intervention, j'avais parlé des cas d'usage en fait, de l'intelligence artificielle pour les DSI, pour tout ce qui est information, technology information, tout ce qui est système d'information, tous ces axes-là. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a quelques années, on s'intéressait beaucoup plus à investir dans le développement de l'intelligence artificielle. Depuis ces 2-3 dernières années, on commence à voir des entreprises qui s'intéressent plus uniquement à développer l'IA, mais à s'intéresser à avoir la bonne gouvernance d'intelligence artificielle derrière, d'avoir les bons principes de respect, de la transparence, de l'éthique, de la safety, security, tous ces sujets-là qui commencent à être de plus en plus impactants pour leur business. C'est-à-dire, ce n'est plus une question de performance du modèle, mais c'est une question aussi, est-ce que le modèle en question va pouvoir malheureusement générer une forme de discrimination ou avoir des impacts sur le end user, sur le customer, etc. Donc aujourd'hui, on voit ce mouvement-là. On n'est qu'au début, certainement, par rapport aux grands groupes internationaux, mais il y a cette forme de conscience et cette forme aussi de volonté de mettre en place ces principes concrètement dans la chaîne de développement, et pas que du développement, hein, j'insiste, du design jusqu'au développement, jusqu'au monitoring, à la suite, bien évidemment, un modèle d'intelligence artificielle, comme le sait très bien Karim, il vit et il peut apprendre et il peut avoir des impacts, donc il faut arriver à le superviser de bout en bout. Donc tout simplement pour dire que l'éthique commence à être un prérequis important dans la chaîne en fait, de design de l'intelligence artificielle et ça impacte le business et on commence à le voir. Merci. Alors, Monsieur Saliou, pour vous, du moins dans votre secteur, hein, comment l'IA aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est en train d'apporter et puis quels sont peut-être problèmes éthiques qui en découlent aujourd'hui? Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir toute l'assistance. En fait, je vais illustrer 2 cas. Un premier aspect concernant l'électricité de Guinée, où j'ai eu l'opportunité de passer 2 ans, 6 mois. En fait, dans un premier temps, j'ai eu l'opportunité d'être recruté par la Banque mondiale. L'objectif, c'était de remplacer l'équipe Veolia par des Guinéens de souche, parce que ça a été le projet du président de la République. Donc, on a eu l'opportunité de déployer en fait une application, une base de données qui fonctionne avec des compteurs intelligents. Bien sûr, il y a de l'IA. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à un moment donné, il y avait de la fraude. Les gens étaient, si vous voulez, étaient confrontés à une situation dans le cadre de la collecte des valeurs d'index. C'est les êtres humains, c'est des individus qui partaient relever manuellement les compteurs, ils revenaient faire la facturation, faire la saisie. Maintenant, nous avons travaillé pour remplacer le billing system qui existait par un autre système intelligent qui intègre des SIM, qui intègre des compteurs intelligents avec des SIM fournis par les opérateurs de téléphonie mobile qui envoient en temps réel la consommation chaque 15 minutes. Imaginez-vous, en termes d'éthique, auparavant, c'est des individus qui partaient télé-relever manuellement. On perd en temps. Ces personnes-là peuvent être en connivence avec les clients. Qu'est-ce que l'IA nous a apporté à ce niveau? Avec les compteurs intelligents, on a la consommation chaque 15 minutes. Ça voudrait dire si les commerciaux n'arrivent pas à facturer un client quelque part, ils ont leur part de responsabilité. L'autre aspect qui est important aussi, c'est au niveau j'ai déjà évoqué le cas de la transmission en temps réel de la consommation chaque 15 minutes. Il y a aussi le fait qu'on a fait en sorte qu'un individu ne peut pas se permettre de toucher même au compteur. Pourquoi? Parce que là, à ce niveau, il y a des scellés. Dès lors que vous touchez au compteur, il y a un système communicant qui permet de transmettre une alerte, si vous voulez, à la plateforme. Et il y a une équipe qui est là, qui est chargée de monitorer cela.
quel a été l'intérêt d'avoir mis en place ce système? Aujourd'hui, l'électricité de Guinée est à mesure de gérer presque, presque les clients potentiels qui génèrent 80% du chiffre d'affaires de l'EDG. Il s'agit notamment, par exemple, par le passé, l'administration publique ne paye pas le courant. L'argument, c'est quoi? On ne paye pas, parce qu'on n'a pas de compteur. Aujourd'hui, toutes les directions rattachées au ministère ainsi que les EPA sont équipées de compteurs intelligents. Vous avez également les immeubles et les industriels. Par exemple, je prends le cas de Lafarge. Imaginez-vous, Lafarge, c'est une très grande industrie. Il y a environ une dizaine d'ailleurs d'industries qui produisent du ciment. D'accord? Par le passé, quelqu'un passait télé-relevé. La valeur, si vous voulez, les factures de ces structures sont hyper importantes. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre. Ça, c'est un premier aspect, un premier exemple que je veux citer. Maintenant, quand je viens dans le cadre des banques, parce que là, j'ai quitté EDG il y a environ 1 an, 5 mois de cela, j'ai eu l'opportunité de piloter l'installation d'une nouvelle banque. Donc, dans le cadre de la banque, on utilise l'IA, surtout dans le cadre de la modélisation des crédits de scoring. Par exemple, on peut partir de l'historique des clients et des transactions. Par exemple, on a une base de données d'un client et ses attributs. Par exemple, les codes d'agents économiques qui sont structurés, le secteur d'activité qui sont structurés. On part des informations avec une valeur binaire pour prédire est-ce que ce client-là qui avait déjà, si vous voulez, obtenu un crédit dans un premier temps, il y a environ 1 an, 2 ans de cela, il a réussi à payer ses crédits de manière correcte ou pas. L'IA est là pour prédire est-ce que la prochaine fois, si ce client, on arrive à l'octroyer un crédit, il va, comment on appelle, réussir à rembourser correctement. Le dernier exemple que je vais citer, c'est dans le cadre de la lutte anti-blanchiment. La Guinée a mis en place la cellule nationale de lutte anti-blanchiment qui est rattachée à la Banque centrale, aujourd'hui qui oblige toutes les banques primaires à, si vous voulez, transmettre les opérations remarquables. Donc là, à ce niveau aussi, l'IA intervient. Pourquoi? Parce qu'il est question d'identifier les clients suspects ou pas. On est suspect, cela ne veut pas dire qu'on a fraudé, mais imaginez-vous un fonctionnaire qui est payé à 2 millions, qui se retrouve par exemple avec en moyenne 30 millions dans son compte. C'est quand même ça, c'est des questions qui posent à réfléchir. Là, à ce niveau aussi, l'IA intervient pour aider à étudier le comportement atypique des clients au moins de leurs transactions. Merci. Donc, là, Alors, je me limite Monsieur Marachi, quels sont les défis éthiques liés à l'IA aujourd'hui? Moi, je pense justement enfin, à la discrimination algorithmique, aujourd'hui la vie privée, la responsabilité des systèmes automatisés, etc. Mais voilà, bref, pour vous, quels sont les défis aujourd'hui liés à l'éthique de l'IA? Merci. Alors, l'IA, c'est un domaine qui fait partie des domaines de la technologie. Et comme je disais tout à l'heure, la technologie, c'est un élément qui est extrêmement important aujourd'hui, donc la croissance. Et pour citer encore une fois quelqu'un qui était parmi les signataires du moratoire, Stephen Hawking disait « Notre avenir est une course entre le pouvoir croissant de la technologie et la sagesse avec laquelle nous l'utilisons ». Pour ce qui est de l'IA, nous sommes donc confrontés à des problèmes par rapport à des aspects éthiques, parce que l'IA s'intéresse à l'humain. L'IA s'intéresse à l'histoire de l'homme et elle s'intéresse aussi à son environnement, à son bien-être. Et donc, il est tout à fait important de se poser un certain nombre de questions par rapport aux applications potentielles de l'IA en relation avec ce qu'on peut considérer comme étant la morale ou l'éthique. Par exemple, je prends le cas les applications de l'IA dans le domaine de la santé. Vous savez très bien que, par exemple, aujourd'hui, il y a des systèmes de prédiction qui sont capables de dire à quelqu'un est-ce que dans 10 ans, il va mourir, par exemple, de telle maladie ou pas. Alors, on peut se poser, c'est très intéressant, mais on peut se poser la question moralement, est-ce que c'est quelque chose d'acceptable de dire à quelqu'un que dans 10 ans, il va mourir?
Donc, c'est des questions d'éthique qu'il faut absolument se poser avant de se lancer dans ce genre de choses. Un autre exemple. Aujourd'hui, on parle de l'IA et on parle de l'environnement et on parle de la question climatique. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'IA n'est pas neutre en termes d'environnement. Vous savez qu'aujourd'hui, l'empreinte de l'IA est de à peu près 3,7% en termes d'émissions. Et ça progresse annuellement de l'ordre de 8% par rapport à l'impact. Alors, on peut se poser la question aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, la course vers les data centers, vers tout ce qui est application, pas simplement les data centers, mais par exemple aux États-Unis, on consomme extrêmement beaucoup de quantité d'eau pour effectivement travailler pour les data centers, pour le refroidissement. Et donc, s'il y a un problème écologique d'environnement qui se pose. Et on peut donc être totalement dans une logique de développement de technologies. Je suis parmi les gens qui, bien sûr, défendent le développement de ces applications, mais encore une fois, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est acceptable? Quelle est la limite qu'on se donne par rapport à cela? Je peux citer aussi d'autres exemples, l'IA et la surveillance. Aujourd'hui, vous avez une entreprise américaine qui est Clearview AI, qui travaille sur la reconnaissance faciale. Alors, cette entreprise a réussi à constituer une base de données gigantesque de visages, donc de photos, à partir des services, de ce qui est disponible sur différentes sources d'images. Mais aussi, elle offre aujourd'hui ces services pour les services comme la police pour faire de la reconnaissance faciale, la reconnaissance éventuellement de personnes potentiellement qui ont des agissements potentiellement condamnables. On peut aussi regarder ce qui se passe en Chine. La Chine a mis en place un réseau ou une infrastructure de 400 millions de caméras installées dans le pays pour faire la surveillance du citoyen. 400 millions, c'est à peu près 50% de ce qui existe dans le monde. Est-ce que ceci est moralement acceptable? On peut se poser la question. On doit se poser la question. Si je prends aussi le problème des données personnelles qui sont captées par les différentes applications, les plateformes numériques, qui sont captées à l'insu des utilisateurs. Et on utilise ceci pour différentes raisons. Vous savez aujourd'hui que Google, avec la maison mère Alphabet, 80% du chiffre d'affaires est réalisé à partir des données personnelles qui sont captées de façon indue, sans connaissance des utilisateurs. Est-ce que c'est moralement acceptable? Merci Semalakchi. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de répondre à la question, mais la question est valable pour vous. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut y répondre par rapport aux défis éthiques de l'IA? Allez-y, vous avez le micro. Moi, je reviens pour revenir. Avez-vous utilisé ChatGPT pour préparer votre réponse? Oui, bien sûr, je viens de très bien. l'utiliser. C'est une réponse IA, Voilà. présentée par un humain. Je viens. Parce que, alors, cette histoire de QI de Si Mohamed El-Ouedi, est-ce que le QI augmente? En fait, j'ai demandé, il a dit le QI a augmenté durant les dernières années de façon très importante parce que, en général, sur les siècles, à cause de l'éducation et de la santé. Or, d'ailleurs, ce que dit, c'est que j'ai demandé, des études en psychologie cognitive ont montré que l'intelligence est liée à la capacité d'adaptation à l'environnement. L'IA, en modifiant l'environnement de travail, pourrait stimuler le développement cognitif. Et là, j'y crois beaucoup. Je vais prendre le côté économique ou pratique et le côté ensuite éthique. Je prends un élève qui est en train d'apprendre. Moi, je vous assure qu'aujourd'hui, un élève en terminale qui pose les bonnes questions, à une IA, à un professeur de bon niveau qui est à côté de lui
qui lui apprend le cours, qui lui donne des centaines d'exercices et qui, en fonction, d'ailleurs Google a fait quelque chose, en fonction de son niveau, va lui poser les bons exercices et les bonnes questions pour qu'il maîtrise ce cours. Maintenant, le côté éthique. Aujourd'hui, avec ce qu'a montré d'ailleurs tout à l'heure Karim sur la capacité, il y a un examen de bac à 8 heures. À 8h moins 1, il y a quelqu'un qui a pris le sujet, qui le photographe et a fait son téléphone, GPT-4 ou un autre, instantanément donne la réponse au problème avec tout le raisonnement et il est capable de le diffuser instantanément à tous les élèves. À 8h00, tout le monde a les réponses. Avant juste de... Et ça, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des problèmes comme ça, qu'est-ce qui est copié, qu'est-ce qui a été fait? Moi, je dis que là, il faut changer tout le système. Je pose la question, la vraie question, c'est quel est le rôle aujourd'hui du professeur du truc? Est-ce que c'est plutôt de lui apprendre? Moi, je dis que le rôle du professeur est d'apprendre l'éthique à l'élève pour qu'il sache l'utiliser à bon escient, l'IA. Ça, c'est un rôle important parce que cette puissance va apporter une augmentation du QI, mais socialement peut faire peur si la personne ne possède pas l'éthique de dire non, ça c'est l'IA qui m'a donné cette réponse et je l'ai transformée. Ça c'est IA. Si on n'a pas ça, on peut aller très loin parce que réellement ça pose de vrais problèmes éthiques. Très bien. Madame Lobna, alors aujourd'hui, les grandes entreprises, vous êtes partie d'une grande entreprise et vous accompagnez des grandes entreprises également. Comment, selon vous, elles devraient aborder la question de l'éthique dans le développement et l'utilisation de l'IA, que ce soit en interne ou que ce soit même par rapport à des partenaires ou à des clients? Je vais répondre à cette question aussi, mais encore une fois, je vais réagir Avec parce que plaisir. c'est un débat et comme ça, c'est dynamique et c'est pas statique, Et n'est-ce pour pas? répondre au professeur tout à l'heure, on est sûr que c'est humain en plus. Exactement. Il n'y a pas de ChatGPT derrière, même si je l'utilise rarement, juste pour information. Alors, pourquoi je réagis? Parce que ce que vous avez dit est extrêmement pertinent par rapport au fait que... alors, sur l'éducation, ChatGPT, au moment où il est sorti, il y a eu quand même énormément de questions de pas mal d'institutions dans le monde qui ont, certains ont banni, ont dit on ne va pas utiliser, on s'arrête. Sciences Po a fait on va dire, l'expérience de jouer cette carte, et ça n'a pas servi, d'ailleurs, au passage. D'autres institutions comme Harvard l'ont utilisé et ont expliqué clairement pourquoi l'utiliser n'est pas néfaste pour leurs étudiants, et au contraire, on n'est pas là pour enseigner à nos étudiants de chercher de l'information, on est là pour enseigner à nos étudiants d'avoir un raisonnement logique, relevant, pertinent, et de pouvoir développer ses capacités de réflexion. Donc ChatGPT en soi, dans son état d'avant, d'actualité, n'est pas une menace en soi, d'accord? Par contre, dans les prochaines versions, il faut vraiment se poser la question que vous posez sur le fait, est-ce qu'il ne faudrait pas réagir par rapport à des outils qui sont extrêmement pertinents à permettre d'avoir ce type de connaissances, générer de la connaissance de façon rapide pour éviter ce type de cas que vous avez cités. Et c'est là où je vais interagir en disant c'est le rôle du régulateur. Ce n'est pas que le rôle de l'entreprise, c'est aussi le rôle du régulateur. Certainement, plein de gens vont me dire oui, mais c'est le rôle de l'entreprise. Alors je vais vous dire, le rôle de l'entreprise, c'est de générer du business, de l'argent. D'accord? Ça peut avoir de l'impact sur leurs clients, et c'est là où ils deviennent vigilants par rapport à l'AI éthique et par rapport à tous ces concepts. OpenAI, quand ils ont sorti ChatGPT, ils avaient d'autres objectifs, et je ne pense pas qu'ils ont préconisé toute cette utilisation impressionnante. Et d'ailleurs, moi, je veux la voir plutôt positive dans un sens. Elle a permis de montrer la force de l'intelligence artificielle, d'accord, et aussi son état.
son état à date. Par contre, elle a aussi révélé ces problématiques de sujets autour de l'éthique. Donc, c'est important aussi de voir les choses des deux côtés pour voir comment OpenAI fait partie aujourd'hui aussi, comme les grands tech companies, dans ce mouvement pour amener un peu plus le chemin de l'éthique pour avancer, certainement à travers leur interaction avec les institutions, le régulateur. Donc, pour revenir, c'est le régulateur qui doit venir pour statuer sur ce type de technologie et leur usage. Pas de façon générale, mais de façon très spécifique. Parce que apporter des lois qui sont très généralistes, d'ailleurs, ne permettront jamais de solutionner ces problématiques d'AI éthique, il faut le savoir. Pourquoi? Parce que l'IA, c'est une technologie qui apprend et qui évolue d'une façon exponentielle. Et si on étudie la présentation de Kérim, on verra le mot qui revient souvent, on va faire une analyse très basique, c'est le mot exponentiel. Ça révèle ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire l'IA, c'est une technologie exponentielle. Le mot exponentiel est revenu souvent et souvent pour vous montrer que c'est une accélération impressionnante, qu'il n'y a plus la question du choix. Je suis désolée, je vais le dire là simplement. C'est une question de il faut monter dans le train, parce que de toute façon, le train n'attendra pas. Et je le dis souvent dans mes interventions, c'est important de comprendre ce côté bénéfice impressionnant pour les business, pour la société, pour tous les sujets de transport, de health, de mobility, etc., etc., et les sujets qui nous touchent tous dans la société. Donc, il faut monter dans le train et il faut embrasser tout cela. Par contre, il faut être conscient de cette notion d'éthique. Et je vais y revenir du coup. Les entreprises, comment ils réagissent? Les entreprises aujourd'hui, les grands groupes en tout cas, ils ont remarqué que s'ils ne montent pas dans ce train-là, d'un point de vue éthique, je ne parle pas d'un point de vue IA, d'un point de vue éthique, il y a un impact sur leurs clients, sur l'adhérence de leurs clients, sur leur réputation, et cela, ils arrivent à le percevoir et le mesurer. Donc, c'est extrêmement important, et vous voyez, pas mal d'entreprises aujourd'hui utilisent aussi l'AI Ethics dans leur communication maintenant. C'est-à-dire non seulement dans l'application, mais dans la communication. C'est-à-dire, on a une trustworthy AI. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on met en place des principes. Je ne suis pas en train de dire que tous ils sont en train de le faire. Je suis juste en train de dire que ça joue par rapport à la réputation, par rapport à l'adhérence du client et le fait que le client adhère à votre produit, à votre service, à votre solution, voit un risque, ne voit pas de risque, voit que vous êtes en train de le protéger ou non. Et donc tout ça, c'est quelque chose que dans les grands groupes, aujourd'hui, commencent à s'intéresser à cela et commencent à le mettre en place, comme j'avais dit tout à l'heure, depuis le design jusqu'à au-delà de la vie des modèles. Il y a les agents intelligents qui arrivent, et donc ça va révéler encore peut-être d'autres problématiques sur le fait qu'il va y avoir une interaction extrêmement intelligente à une vitesse extrêmement rapide. Donc, c'est pourquoi le régulateur ne sera pas en mesure de régler l'affaire, mais c'est plutôt l'éducation, les principes éthiques, le fait d'avoir des mesures qui permettent en fait de traquer en permanence l'évolution de ces systèmes et leur façon de réagir et de générer de la connaissance et la façon dont les usages sont exploités. Donc, j'ai abordé quelques axes ici, mais en fait, le sujet de l'AI Ethics, il est beaucoup plus complexe que cela, mais c'était pour vous donner un ordre d'idée, quels sont les axes sur lesquels il faut aller s'intéresser et surtout les mettre en application dans les entreprises, dans les ministères, bien évidemment, dans l'éducation. Mais encore une fois, l'éducation, c'est un sujet à part. Et je pense que le système d'éducation doit être révolutionné depuis, donc pour que derrière, les choses puissent avancer différemment. Et je vais réagir juste par rapport à votre invitation pour faire un talk spécialement là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, il est extrêmement important d'avoir en fait ce type de discours de démocratisation de l'intelligence artificielle, de ces enjeux d'importance et de risque et de double facette pour pouvoir amener cette awareness auprès de le plus large public en fait dans la société. Alors, justement, je vais revenir un petit peu au milieu de votre intervention où vous parliez de prendre le train, alors qu'il soit éthique, qu'il soit le train de l'éthique ou alors le train de l'IA, justement. J'ai envie de rebondir, et c'est une question pour vous et pour les autres. C'est comment de faire en sorte qu'aujourd'hui, l'IA puisse profiter à tout le monde et qu'elle ne crée pas, au contraire, plus de disparités, justement, économiques. Donc, comment profiter, comment essayer d'en profiter ensemble. Et puis, ça me permettra de rebondir avec vous ultérieurement, Monsieur Malakchi, sur la question de comment ensemble on peut préparer, peut-être pour qu'il n'y ait pas des disparités au niveau éthique aussi, préparer le bon cadre, la bonne réflexion sur les questions éthiques ensemble. Pourquoi pas un cadre africain sur ces questions. Voilà. Donc,
l'IA en soi et la question éthique, comment faire que ça ne crée pas plus de disparités? Bon, en fait je rejoins madame, elle a dit une chose très importante. Concernant la collecte des données à caractère personnel, quand par exemple je prends le cas des banques, pratiquement nous sommes en relation avec l'ensemble de la population, parce que selon les taux de bancarité, en entrée en relation, on collecte des informations des clients, il y a la notion de la connaissance de la relation client, donc il y a la notion d'éthique. Donc dans le cadre de l'utilisation des IA, à mon avis, là, les États doivent prendre leurs responsabilités pour encadrer, comme on appelle, l'utilisation du traitement des informations. Parce que là, il y a des données en grande quantité qui circulent. L'applicabilité de l'intelligence artificielle fait en sorte que on peut toucher les individus, on peut toucher en fait l'éthique en un mot. Donc, à mon avis, il faut encadrer, il faut que les États et les gouvernements, ainsi que les institutions même, madame a parlé même de la communication, qui prennent leurs responsabilités afin de pouvoir encadrer l'utilisation ou l'applicabilité de l'IA, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça reprend votre question. Alors, oui, alors, donc, si aussi vous m'aviez interpellé par rapport à quel... Comment ensemble, aujourd'hui, j'ai parlé de prendre le train de l'IA, mais le train de l'éthique aussi, comment faire que ça ne crée pas plus de disparités, comment faire le bon usage, comment faire en sorte que tout le monde puisse embarquer en même temps. Et puis, pareil, sur la question éthique, comment on peut travailler ensemble, puisque nous sommes ici, nous parlons du futur de l'Afrique, nous sommes entre Africains en train de réfléchir sur différentes questions depuis hier, et ça continue aujourd'hui. Pourquoi pas la question de l'éthique, de ce cadre, peut-être qu'on pourrait construire ensemble pour un meilleur usage de l'intelligence artificielle. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, effectivement... Quand je dis ensemble, c'est les universitaires, c'est les entreprises, c'est les gouvernements, c'est la société civile, etc. etc. Absolument. Alors, il est clair, et Karim l'avait dit tout à l'heure, que le meilleur moyen de ne pas subir, c'est d'y être. Il faut qu'on soit actif dans ce domaine-là. Ce n'est pas en attendant que les choses viennent, ça sera peut-être trop tard. Donc, absolument, il est clair qu'on doit, en tant qu'Africain, mais en tant que citoyen du monde, il faut qu'on y soit. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit laisser les choses évoluer par elles-mêmes? Ce que nous avons vécu depuis maintenant un an, depuis donc l'apparition de ChatGPT, c'est que la réalité nous impose qu'il faut qu'il y ait une certaine réflexion par rapport à comment encadrer ce développement. Donc la question de la gouvernance se pose. Et la gouvernance, pas seulement au niveau de l'entreprise, certes, elle se pose, mais aussi au niveau de la société et au niveau de l'international. Alors, vous avez certainement vu qu'un certain nombre de pays se sont préoccupés de la question de la gouvernance. Alors, pour résumer, je vais vous dire qu'aujourd'hui, à l'échelle internationale, nous avons actuellement à peu près 3 pôles. Il y a les États-Unis, donc, qui sont un pays extrêmement donc, au devant de la scène par rapport au développement de l'intelligence artificielle à côté de la Chine. Et puis, vous avez un groupement économique qui est extrêmement important, qui est l'Europe, qui sont en quelque sorte les 3 acteurs majeurs en matière de gouvernance. Alors, les États-Unis ont réussi à mettre en place un certain nombre de réglementations, mais toujours dans l'esprit américain qui est toujours orienté business. La réglementation américaine, elle est orientée business. Quand on regarde du côté chinois,
et quand on regarde aussi l'esprit de la Chine, ben, la réglementation au niveau de la Chine, c'est une réglementation qui est orientée État, positionnement de l'État par rapport au développement de l'IA et donc la protection d'un certain système qui est en place. Quand on regarde l'Europe, l'Europe n'est pas aussi active sur le plan de développement de l'IA que les États-Unis ou la Chine. On arrive, mais l'Europe, forte de l'expérience des États-Unis et de l'expérience de la Chine, s'est posé la question de la gouvernance. Et il y a un projet de AI Act européen qui est en train de voir le jour. Donc, il a été accepté dans une première phase et maintenant, ils sont en train de le compléter, qui met en place un certain nombre de garde-fous pour la gouvernance de l'IA à l'échelle internationale. Bien évidemment, malheureusement, notre continent, il est un peu absent par rapport à cela. Il est absent aussi bien à l'échelle du continent, mais aussi il est absent même à l'échelle internationale dans les discussions qui sont en cours par rapport à la gouvernance de l'IA. Et il y a aussi la position du système des Nations Unies par rapport à l'IA. Par exemple, le secrétaire général des Nations Unies aurait proposé qu'on mette en place un système équivalent à l'Agence mondiale du nucléaire, donc, qui régulerait donc, le développement du l'IA à l'échelle internationale. Donc, c'est une gestation aujourd'hui à l'échelle mondiale en matière de gouvernance qui, je pense, va se décanter petit à petit. L'Europe, par exemple, n'est pas d'accord pour la mise en place d'une agence de ce type-là. Par exemple, le président français s'est prononcé directement par rapport à le lead d'un organisme comme le CDE sur ces aspects-là. Donc, pour ainsi dire que nous sommes actuellement dans une mouvance à l'échelle internationale qui est extrêmement importante, dans laquelle absolument il faut que le continent africain soit partie prenante. Et il faut absolument qu'on soit présent dans cette cogitation sur la gouvernance de l'IA. Pourquoi ceci ? Parce que non seulement on est potentiellement acteur de l'IA, mais parce qu'aussi nous sommes des utilisateurs de l'IA. Et une autre problématique, si vous permettez, donc, pour conclure cette intervention, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'émergence de plateformes d'IA et de plateformes numériques de façon générale a une incidence sur la répartition de la richesse. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la richesse est captée par des plateformes qui fait qu'aujourd'hui, on a des Google, on a des Meta, ainsi de suite, qui eux seuls captent la grande majorité de la richesse à l'échelle internationale. Et on peut se poser la question, quelle est notre part dans cette richesse? Et la question est légitime. Et l'Europe, par exemple, s'est posé cette problématique et elle a réglementé les plateformes pour que la richesse soit mieux répartie. En Afrique, on devrait aussi se poser cette question de dire il faudrait qu'on mette en place des politiques qui nous permettent de prendre part, ou en tout cas de prendre notre part dans cette richesse qui est captée par ces plateformes à l'international, que ce soit en termes du numérique de façon générale, mais de plus en plus aujourd'hui dans le domaine de l'IA. Merci à vous. Alors, peut-être pour clôturer, je pense, si vous voulez rebondir sur ces questions, M. Khalel. Mot de la fin. C'est gentil, hein. On a 1 heure de panel, on commence à 10h10, ça fait à peine 25 minutes qu'on a commencé, ou 30. Mais moi, je veux bien, moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est une question d'éthique, j'ai un engagement moral. Parce qu'après, derrière, il y aura aussi un débat avec la salle. Et, oui, mais après, on va maîtriser, on prendra 2-3 voilà. questions. Merci. Alors, allez-y. Je suis là. Il faut que j'en garde un ici, je peux pas. Il ne marche plus, il est mort.
Allez-y. Il marche. Ouais, il marche. Alors, moi, je vais rebondir très rapidement. Alors, déjà, premier point, je pense qu'aujourd'hui, on a abordé la question du régulateur. Je vais revenir à un point très important, c'était le moratoire en fait que cite souvent Monsieur Malakshi. Il y a quelques années, ce moratoire-là sur Autonomous Weapon, AI and Robotics, ça a été signé par Stephen Hawking et Elon Musk. Je l'ai reçu. Je l'avais signé. On était parmi les 1000 personnes dans la planète qui ont signé cela. C'était très précurseur. Et j'ai reçu le dernier qui date de cette année. Je ne l'ai pas signé. Mais par contre, j'argumente aussi pour ceux qui l'ont signé pour une simple raison. Moi, je ne l'avais pas signé pour la simple raison que je trouvais que c'était not reasonable de stopper l'IA pendant 6 mois. Ça aurait été quelque chose d'autre. Peut-être il y aurait eu plus d'effets. Par contre, pour ceux qui l'ont signé, je peux argumenter aussi parce qu'on m'a posé souvent la question par des journalistes, parce que ça a permis en fait de bouger un petit peu plus le mouvement en montrant que quelque part, il y a une urgence. Il y a une urgence. Ce n'est pas tant sur le fait de stopper l'IA pendant 6 mois, parce que personne ne l'a stoppé, et celui qui l'a signé dans Elon Musk a créé une boîte d'intelligence artificielle right away. Donc, on va comprendre pour quelle raison. Juste pour dire que quelque part, c'était plus un signal d'alerte additionnel pour dire réagissez en termes de communauté internationale. Par contre, ce n'était pas raisonnable de le stopper pendant 6 mois. Donc, tout simplement, c'est pourquoi je ne l'ai pas signé. Pour revenir à la question d'éthique, comme j'avais évoqué, c'est une question d'éducation, c'est une question de régulateur, c'est une question de awareness et de rendre ça démocratisé, évangélisé par tout le monde pour que tout le monde puisse être garant, de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport à cet usage-là qui est sorti par Meta, Facebook? D'accord. Aujourd'hui, Facebook est dans Ou alors c'est l'IA qui s'est trompée, c'est pas moi, donc qui peut, assume? ça peut avoir plusieurs facettes et il n'y a que l'être humain avec sa capacité cognitive, quand il commence à réfléchir et questionner, de se dire il y a quand même quelque chose qui ne tient pas la route. D'accord. Et bon, après, les experts avant n'étaient pas accessibles. Les experts AI avant n'étaient pas accessibles. Maintenant, je pense qu'ils sont beaucoup plus accessibles. Et donc, on voit pas mal d'interactions par ces gens-là dans la communauté internationale qui réagissent. Avant, ils ne réagissaient pas. Il faut se poser la question pourquoi Yann LeCun, il travaille dans l'IA depuis longtemps, jamais il a parlé de l'AI ethics. Pourquoi? Pourquoi maintenant on en parle? Nous, on en parle depuis déjà un peu plus que 5 ans. On a créé un podcast de AI Deal of Trust qui a été inauguré par la patronne de l'IA du World Economic Forum, et ça veut dire ce que ça veut dire. Il travaille avec l'ensemble des entreprises dans la planète, et pour la cause, elle est venue parce qu'elle sait très bien que c'est un sujet extrêmement critique pour la société internationale et qu'il fallait démocratiser ce discours-là. Tout ça pour dire l'éducation, c'est très important. Le fait de divulguer davantage cette information, créer cette awareness est très important. Le régulateur et participer, c'est important aussi. Et pour l'Afrique, je pense qu'il est temps aussi qu'on arrive à se positionner parce qu'on a énormément de talents IT, d'accord, qui développent ces compétences et que c'est important qu'ils aient ces notions aussi au moment où ils développent aussi l'intelligence artificielle dans les grands groupes. Sur ces questions éthiques, on devrait peut-être faire réfléchir l'IA sur ça, solliciter. Et justement, bon. C'est bien. Alors oui, en fait, moi je ressens qu'on a peur. On a peur de l'IA. Et c'est normal, on peut réguler, on a peur. Qui a peur de l'IA dans cette salle? Je ne sais pas, parce qu'il dit on, je ne sais pas. Qui ont peur? Avez-vous peur Alors, de l'IA? Moi, je n'ai pas peur de l'IA et je considère que l'homme est toujours... Ce n'est pas la même intelligence, c'est une autre intelligence. Je vais vous donner une anecdote pour un peu rêver, pour changer. Voilà, j'ai un ami, sa femme, il s'est bagarré avec sa femme. Alors, il a demandé à Chatbot GPT, je vais envoyer à ma femme un message sur Messenger pour m'excuser de ce que j'ai fait. Alors, il a envoyé donc 2 phrases. Sa femme l'a appelé en pleurant, ça m'a touché, tu ne m'as jamais parlé, comme ça. Et vraiment, ça a résolu le problème. Moi, j'ai envoyé un message à ma femme, et elle me répond, c'est toi ou ChatGPT qui a généré le message. Donc, vous voyez, les femmes sont très intelligentes, elles se rendent vite compte, même si... Donc ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi ce que vous... Là, vous faites allusion que votre femme est plus intelligente que la femme de... D'accord, ok. Non. Bon. En même temps, l'autre, elle ne s'est pas rendue compte, elle a pleuré. Non, elle sait que j'utilise beaucoup de ChatGPT, donc elle a réalisé. L'autre, peut-être qu'elle ne connaisse même pas. Pour revenir
il y a une opportunité pour l'Afrique qui est incroyable. Imaginez quelqu'un au fin fond de l'Afrique, un jeune, puisque c'est l'Afrique de jeunes, qui comprend comment utiliser ça. Il a un assistant dans tous les domaines, qui est un expert, qui va l'aider à se développer. Imaginez, parce que vous savez que ChatGPT est créatif, est très créatif et il aide à créer la créativité. J'ai demandé à ChatGPT, donne-moi une histoire pour un enfant, d'ailleurs je l'utilise à mes petits-enfants pour raconter l'histoire, où on va mettre Captain Marvel, Batman, La Belle au Bois dormante et Aurore. Et il a créé une histoire qui met en scène des personnages. Et lorsque j'ai commencé à donner ça à ma petite fille, elle a commencé à créer autour de ça. Donc on a une opportunité pour une Afrique jeune de créer, de développer grâce à cet outil. Donc moi je suis pour l'évangélisation. Permettez à tout le monde de le faire et ensuite réguler parce que vous verrez de la création et cette création va permettre même de Très bien. réguler ça. On a envie de donner la parole aussi à la salle. Monsieur Saliou, vous aviez quelque chose, je pense. C'est bon. Très, très, très bien. Alors, on va. Vous savez quoi? J'ai beaucoup d'amis dans cette salle. Je vais laisser Madame Chris gérer ça. Non, mais en fait, moi, ce que je retiens peut-être dedans, c'est ce que j'aime bien. J'ai bien aimé l'expression AI trustworthiness qui a été prononcée. Et puis, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, même les GAFAM aussi s'occupent aussi de la partie éthique. Il n'y a pas très longtemps, moi, je publie sur KDP, la plateforme de publication d'Amazon, et ils ont maintenant, dans leur process de publication des ouvrages, ils vous posent des questions. Est-ce que votre contenu est créé par l'intelligence artificielle ou est-ce que l'intelligence artificielle vous a aidé à créer votre contenu? Et là, moi, c'est juste une pensée personnelle. Peut-être qu'à un moment aussi, de la même manière qu'aujourd'hui, on nous sensibilise à l'usage de la cybersécurité, peut-être que l'AI aussi, on doit peut-être enseigner et mettre un peu d'éthique dedans. Dans quelle mesure est-ce que quand je produis un contenu ou quelque chose, je dois dire à la personne en face de moi que ce contenu a été créé grâce à ChatGPT? Là, vous voyez, on a parlé quand même, excusez-moi, de drague augmentée AI, quoi. Donc, et oui, mais j'arrive, en fait, quelque part, et du coup, ce gap entre la réalité et la fiction, etc., et tout ça, se rétrécit. Donc voilà, donc ça, c'était ma petite observation. On va passer aux questions en salle. Ah oui, alors, les micros. J'ai pas le micro. Alors, ce que vous évoquez, le temps que le micro arrive, on parle de prompt engineering aujourd'hui. Donc, moi qui suis journaliste depuis plus de 13 ans, je prépare déjà ma reconversion. Je me suis dit, c'est excellent parce que le prompt engineering, c'est juste, si on devait résumer ça en une phrase, c'est quelqu'un qui saurait poser des questions à cette intelligence artificielle pour en sortir le meilleur. Puisque ça fait 13 ans que je pose des questions tous les jours, et en plus, je fais partie de ce qu'on appelle la génération Y, qui est la génération Y, parce qu'on pose trop de questions, on est tout le temps en mode Y. Et donc, justement, oui, non, mais un petit scoop. Karim, tout à l'heure, faisait allusion. On prépare un petit. Sur Express FM, en tout cas, on travaille sur quelque chose, sur la radio GPT, on va dire ça comme ça. Allez-y, je n'ai plus le micro. Première question. Et après, Première question, je suis là. D'accord, ok, allez-y. Bonjour, ça marche. Donc, merci pour le choix du thème du panel. Je suis Raouf Mqadem, je suis membre je suis adhérent au club d'ISI. Par rapport à ce que nous avons vécu jusque-là, et nous le vivons aussi jusqu'à cet instant, on a bien confirmé que les réseaux sociaux se confirment un vrai arsenal de guerre pour ceux qui n'ont pas des armes. C'est-à-dire qu'on a bien transmis des messages, des vidéos, on a bien partagé beaucoup de réalités dans la région où se passe la guerre. Mais ce que nous avons constaté par la suite, 3 jours après, elle a commencé la censure. Mais c'était une censure dans un seul sens. Alors, moi, personnellement, j'ai essayé de challenger un peu ChatGPT pour voir est-ce qu'il reconnaît l'histoire de cette région. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT et j'avoue que ce n'était pas facile. Au départ, il a dit que le problème, il est complexe, il est compliqué, il y a beaucoup d'intervenants, etc. Alors, je lui ai proposé de commencer à partir du siècle I de Jésus-Christ. Et j'ai posé des questions du genre proportion de population dans cette région, ensuite à l'époque romaine, l'époque ottomane,
les croisades, jusqu'à, bien sûr, 1948, jusqu'à 67, jusqu'à 73 et jusqu'à 2014. Et enfin, j'ai pu tirer un aveu que le colon, c'est un vrai colon. Il a vraiment colonisé cette région du monde. Alors ma question, mais c'était après plusieurs dizaines de minutes, ma question, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait avoir peur sur notre mémoire, sur notre histoire? Hier, c'est Mohamed Ouad qui a évoqué que nous sommes en train de transposer le tout vers des bases de données numériques. En contrepartie, on est en train de brûler nos pages de livres de l'histoire. Donc ma question, est-ce qu'on devrait avoir peur que l'intelligence artificielle touche à l'intégrité de notre mémoire et de notre histoire? Oui, on peut prendre toutes les questions, peut-être y répondre d'un coup. Ça va être plus rapide. Allez-y, moi je n'ai pas les micros, donc je ne sais pas. On prend. Si on peut être bref dans les questions, ça serait top, comme ça, parce qu'il y en a 4 ou 5 comme ça. Bonjour, je m'appelle Mejid Khalfallah, je suis ex-directeur central de la transformation digitale à la SONED, mais maintenant je suis retraité et j'écris des livres. Mon premier livre que je viens de publier grâce à l'IA, et puisque c'est de l'IA, donc il y a un problème d'éthique, je me suis dit, c'est de l'interactivité, c'est de l'assistance par l'IA, c'est un livre purement technique, hein, c'est pas... donc je l'ai diffusé en Creative Commons, open source, tout le monde a le droit de le copier, faites-le, c'est pour tout le monde, c'est un livre de test, ça c'est quelque chose. Mais de l'autre côté, pour répondre, pour rejoindre ce qu'a dit M. Mer Khalil, je vais donner un use case. Mon fils, qui était en première année droit, avait un dossier pour la matière en français. Donc il fallait préparer une présentation et répondre aux questions de ses amis. 2 jours avant, il est venu me dire que papa, voilà, j'ai un dossier à préparer, j'ai pas de temps. Je lui ai dit, mais tu as ChatGPT. Il m'a dit, je sais, je connais, j'utilise ChatGPT, mais comment faire pour préparer un dossier comme ça? Je lui ai dit, on va le faire ensemble. Tu connais bien ton sujet. Il m'a dit, je connais bien mon sujet, mais il faut organiser les idées. Je lui ai dit, voilà, on va sur ChatGPT, donnez-moi le plan d'une présentation. On obtient le plan de présentation. C'était 1 page à peu près. Puis, chaque point du plan de présentation, donnez-moi un sous-plan de présentation. On a obtenu le sous-plan. Sur chaque sous-plan, on lui a dit, donnez-moi un paragraphe sur ça. Et on corrige. À chaque fois, c'est correct, tu considères que ça, c'est correct, etc. On avait obtenu 13 pages. Sa présentation était de 7 minutes exactement. Donc, je lui dis, voilà, ces 13 pages, ça, c'est pour que tu lises le sujet, tu comprends ce que tu vas dire. Il faut lire les 7 pages et tu reviens. Tu as 1h30 pour faire ça, pour bien comprendre le sujet. Il a bien compris le sujet. Il m'a dit, maintenant, comment on va faire pour 7 minutes? Je dis, je ne sais pas en 7 minutes combien de mots on peut débiter. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, combien de mots peut-on débiter en 7 minutes? Il m'a dit, voilà, en anglais, c'est 700 mots à peu près. En français, c'est 560 mots. Je dis, résumez-moi ce texte de 13 pages en 560 mots. J'ai obtenu le résumé du texte en 560 mots. Je lui dis, tu vas apprendre ça par cœur. Puis on va faire la présentation. On a repris le plan, on est allé sur Tommy, et je lui ai demandé à Tommy, générez-moi une présentation avec ce plan-là. Tommy m'a généré la présentation avec le même plan, avec les images. Bon, mon fils m'a dit, cette image ne me plaît pas, on l'a changé. Et puisqu'il a fait du théâtre, quand il a fait la présentation, plus la session de questions-réponses, il a eu 20 sur 20. Il n'avait jamais espéré faire même la moitié. Il espérait avoir 10 sur 20 parce que c'était 2 jours à l'avance. Il a eu 20 sur 20 grâce à ChatGPT, mais avec une bonne utilisation, avec une bonne compréhension du sujet. Avec une bonne mémoire aussi. C'est de l'IA augmentée, mais grâce au théâtre aussi, parce qu'il a fait beaucoup de théâtre, donc quand il a fait sa présentation, il a pu... il a pu apprendre. Il a pu bien présenter. Il aurait même pu réussir votre oral, professeur. Donc c'est comme ça, je crois que c'est comme ça que ChatGPT peut aider à augmenter son QI. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions? On a vraiment besoin d'1 ou 2 questions. Voilà, allez-y, il a déjà un micro, allez-y, monsieur. Je vais vous faire l'économie du... C'est moi? Ah, bah, on a 2 micros, là, il faut... Ben, le monsieur Télé, allez-y. Voilà. Allez-y. C'est bon. Allez-y. Donc, bonjour, je me présente pour moi. Donc, Hussein Kouneti,
Je suis responsable sécurité des systèmes d'information au sein du ministère de l'Éducation nationale. En même temps, président du Centre africain cybersécurité. C'est ma deuxième visite à la Tunisie avec nos frères. Merci pour vos présentations. En tant qu'expert en IA, intelligence artificielle, mais moi, j'étais toujours parmi les gens qui ont peur de l'IA. Vous avez tous parlé de l'utilisation de l'IA à tous les niveaux, à tout domaine économique, social, politique et tout ça. Mais on a parlé beaucoup ces 2 jours-là de l'IA en Afrique, mais moi, pour le moment, je n'ai pas trouvé aucun bouquin qui parle de la gouvernance de l'IA au niveau de l'Afrique. Je n'ai pas trouvé aucun guide de bonne utilisation que l'éditeur soit africain. Donc, tout ce que vous avez dit, c'est bien. Mais au niveau de l'éducation, c'est très grave. Comme l'exemple de monsieur qui a dit que son fils a eu 20 sur 20. Moi, je suis contre le 20 sur 20, mais je suis pour 10 sur 20, pour 5 sur 20. Parce que nous sommes en train de tuer les neurones de la matière grise et nous sommes en train d'utiliser les neurones artificiels avec des mauvaises utilisations, avec des exemples que vous avez dit. Cela, ça ne va pas développer notre mémoire intellectuelle dans le futur. Donc, on peut vous dire actuellement, pour le moment, l'Afrique, c'est un consommateur de l'IA. Ce n'est pas un innovateur de l'IA pour le moment. Quand est-ce que nous serons des innovateurs? Vous pouvez nous répondre. Est-ce que c'est le moment d'avoir des bons guides d'utilisation de l'IA? Donc, la gouvernance, c'est-à-dire de nos experts africains. D'accord, très bien. Donc, c'est ça la question. Merci. Merci. Une dernière? C'était où? Il y a quelqu'un, voilà. Bon, on va parler de DSI du Burkina et On puis va la essayer dame d'apprendre. aussi, devant. Faites parce qu'il a déjà un micro. Ah, monsieur. ok. Oui, bon. Ok, donc ça fait... C'est un peu comme la télé. Mais alors, vous savez quoi? C'est juste pour gérer la fin. Il y avait 2 autres questions, c'est ça, il me semble, là, de 2 personnes? C'est ça, monsieur? Oui, il y avait madame D'accord. et puis il y Est-ce avait qu'on le peut DSI ramener du Burkina. Oui, mais alors il faut vraiment être bref. Alors, au bout de 30 secondes, on va couper. Si c'est une question, sinon on passe à autre chose. Allez-y, monsieur. C'est moi, vous êtes sûr? Je vais vous faire l'économie d'une question. Je vais apporter une réponse, en fait, pour illustrer mon propos. Et c'est une réponse que j'apporte à monsieur Maher Khalel, qui m'inspire toujours. L'avenir du système éducatif, qu'en est-il? Pour arriver à l'avenir du système éducatif, il faut d'abord arrêter le présent et arrêter d'avoir le double langage. Alors, je suis enseignant, je sais de quoi je parle et je crois être en droit de parler de mon métier. Quand on parle aux étudiants et qu'on leur parle, on leur dit que l'information n'est plus le pouvoir, que c'est le partage de l'information qui l'est, et que le jour de l'examen, nous leur empêchons de communiquer les uns avec les autres, on parle de quoi? Lorsque nous sommes en train de leur parler de transformation digitale et que j'ai des collègues qui interdisent à mes étudiants d'utiliser Wikipédia comme une référence dans leur mémoire, on parle de quoi? Lorsque nous sommes en train de parler de transformation numérique et que le jour de l'examen, lorsqu'ils vont utiliser justement leur smartphone et qu'on les oblige de les garder à l'entrée et que s'ils communiquent avec Google, nous leur faisons traduire dans les conseils de discipline, nous parlons de quoi? Mon propos ici, c'est justement, d'ailleurs, je suis en train d'apporter une réponse parce que nous sommes dans un monde de réponses et nous ne sommes plus dans un monde de questions. Dans nos examens, nous posons les questions aux étudiants, ils ne nous ont jamais appris à poser des questions. Et c'est pour ça que nous avons des livres comme ce que vous avez de mentionner maintenant, Prompt Engineering, ça veut dire quoi? Que c'est quelqu'un qui crée un livre pour nous apprendre à poser des questions parce que nous n'avons jamais appris à poser des questions. Alors, nous donnons aux étudiants des questions dont les réponses se trouvent dans Google, raison pour laquelle nous les empêchons d'aller vers Google. Ce que je propose plutôt maintenant, c'est de donner la réponse aux étudiants. Voici la réponse à la question étudiant. Trouvez-moi une autre réponse ou une autre manière d'arriver à cette réponse innovée. Et comme ça, je pense que nous passerons à un autre siècle. Merci. Monsieur. On va donner la parole à madame et puis DSI de Burkina. Alors, il y a déjà un micro quelque part dans la salle. Juste la personne qui l'a, voilà, allez-y, il faut l'utiliser. Bonjour à tous. Et il faut ramener maintenant l'autre micro. Il y avait madame ici, comme ça on gagne du temps. Allez-y, monsieur. Bonjour à tous. Je suis monsieur Georges Palouanga. J'étais DSI à la Caisse des dépôts et consignations depuis quelques temps, secrétaire général. Très bien. Alors, le débat est assez riche et on a beaucoup parlé de la notion d'éthique et de la moralité. Et la question d'éthique et la moralité, c'est une question qui va toujours revenir parce que nous sommes tous concernés et la vitesse à laquelle l'IA est en train de s'entraîner nous interpelle tous. Et est-ce que,
aujourd'hui, avec tout ce qui s'est créé, avec tout cet entraînement, il ne faudrait-il pas s'orienter vers, peut-être orienter notre réflexion vers la création d'un moteur d'IA pour la moralité ou pour l'éthique? Là, je pose plutôt la question à Madame Lubna. Peut-être que vous pourrez nous éclairer là-dessus, ou si vous avez une pensée là-dessus. Très bien, merci. Madame, allez-y. Allô? Ouided Bouchandira, secrétaire général adjoint du club DSI Tunisie, directeur responsable de la sécurité et de l'information dans une banque tunisienne. En fait, ma question, c'est peut-être pour résumer tout ça, est-ce que l'IA présente un risque pour l'humanité et quoi faire pour remédier à ce risque? Risque pour l'humanité et quoi faire? Pour remédier à ce risque. Alors, là, on commence un nouveau panel. Là. Allez-y, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Clément Kombari, DSI du groupe Coris Banque Internationale et président du club de DSI du Burkina. Ma question par rapport à l'éthique, la morale, est-ce qu'il ne faut pas qu'on commence à réfléchir à quelque chose parce que l'Afrique a une particularité, la morale n'est pas la même en fait selon le continent, en fait selon le pays, selon la ville, etc., etc. Et ce qui est moralement admis ici peut l'être ailleurs. Comment en fait nous qui voulons une politique ou une gouvernance qui couvre en fait les besoins de l'Afrique réelle, comment on peut commencer à prendre en compte ces spécificités, sachant justement que ça bouge en fait selon le pays où on se trouve. Merci. Alors, il y avait une dernière, juste, non, quelque part. Il me semble, voilà, oui, c'était monsieur. Allez-y. Bonjour tout le monde. Alors, c'est Rachid du Maroc. Alors, je vous remercie d'ailleurs pour toutes ces informations, cette réaction de la salle aussi, c'est très enrichissant. Ma question, c'est, avant de parler de l'éthique dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il ne faut pas aller, avant tout ça, se demander ou bien imposer aux investisseurs, ou les startups, ou bien les programmeurs de l'IA, de respecter cette éthique. Avant, c'est une éthique, je peux dire, éthique de conception déjà. Parce que lorsqu'on parle de ChatGPT, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations collectées de différentes bases de données. Et aussi, ces informations, ils sont enrichis par l'expérience de l'utilisateur lui-même. Parce que lorsqu'on demande une question à ChatGPT, lorsqu'il nous répond, on peut dire que c'est une bonne réponse. Et derrière, le ChatGPT, il considère ça, c'est la réponse optimale pour la proposer à d'autres utilisateurs. Alors, est-ce que ce n'est pas intéressant déjà d'imposer dans les lettres de moralité que ChatGPT lui-même fait une référence à ces informations? C'est-à-dire, lorsqu'il nous propose des réponses, ou bien écrire un bouquin, faire une bibliographie, voilà cette information, je l'ai captée de telle base de données, ou bien tel système d'information, ou bien d'après une argumentation d'un utilisateur avec les informations d'utilisateur. C'est-à-dire qu'il faut parler d'éthique de conception avant de parler d'éthique d'utilisation. Parfait. Donc, comme je disais, malheureusement, c'était la dernière intervention qu'on prenait parce qu'on n'a pas eu que des questions, on a eu des interventions aussi. Alors, on va faire un dernier tour de panel. On peut commencer avec vous. Je vais prendre par ordre. Oui, allez. Et je vais essayer, d'accord? Vous n'êtes pas obligé. Oh. Répondre à tout le monde. Réellement, on n'a pas le temps de faire réagir tout le panel sur toutes les questions. Je ne suis pas obligée, mais c'est un grand plaisir. Il y a une grande différence. Alors, je vais prendre déjà la dernière partie. La dernière partie, je pense que vous avez déjà apporté la réponse. En fait, l'éthique, j'avais dit tout à l'heure, ça doit être embedded, en fait. Ça doit être depuis le design, depuis le jour où on définit le cas d'usage jusqu'au jour, il n'y a pas de jour après, d'accord? Ça veut dire on continue par la suite au moment où le modèle il est en train d'être utilisé, il est en train d'évoluer, etc., etc. Donc, l'éthique, elle doit être de bout en bout, d'accord? Et vous avez apporté la réponse. Pour ChatGPT, en l'occurrence, c'est vrai qu'il n'apportait pas les références, mais c'est un énorme débat là-dessus et il faudrait qu'il apporte les références parce que, quelque part, c'est toute notre matière qu'on construit, qu'on publie, les livres, etc., que lui, il exploite et pour générer ce type d'information, je ne dirais pas de la connaissance, ce type d'information. Donc, ça, c'est pour répondre à cette question. Je voudrais revenir ici, l'éducation. On revient sur l'éducation, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et en fait, j'ai écrit des articles là-dessus pour dire que le système d'éducation est obsolète aujourd'hui. Et il est temps, il est même en retard, mais il est question de le remettre en question.
question, de le challenger. Et je pense que les réponses que vous apportez, c'est dans cette orientation d'aller revoir la façon dont on enseigne et la façon dont on questionne et la façon dont on interroge les étudiants pour les amener à utiliser réellement leurs capacités cognitives. Donc, et la question, elle est très large. J'ai déjà écrit là-dessus, mais de toute façon, on pourrait débattre. Mais en gros, vous avez apporté une partie de la réponse quand même dans votre question. Si on va aller à la question sur est-ce qu'on a, ça remet en question peut-être l'histoire, notre mémoire, etc. C'est des questions extrêmement structurantes, fondamentales, et ça touche à notre, je dirais pas à notre identité, parce que ça fait quelque part partie de nos beliefs, de notre identité, en quoi on croit, qu'est-ce qui a construit notre histoire, etc., etc. À date, il ne faut pas croire tout ce que génère en fait ce type de système comme ChatGPT, et il faut arriver à utiliser toujours encore le questionnement pour pouvoir challenger cela. Comment ça va évoluer? À mon avis, la question elle est beaucoup plus sur le régulateur encore une fois, parce que je pense qu'il doit y avoir une structure au-delà qui va permettre de stopper quelques usages, stopper quelques dépassements de certaines qui vont toucher à nos croyances, à nos histoires, etc. Je pense que c'est quelque chose qui doit arriver. Ce n'est pas encore le cas, mais ça doit arriver parce que sinon, ça touchera vraiment à l'identité des sociétés. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement problématique. Je ne dis pas que ce n'est pas utilisé dans ce sens peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une question fondamentale, structurante, qu'il faudrait se poser. Et je ne pense pas aujourd'hui ils ont la capacité de se la poser et de la résoudre, simplement pour répondre à votre question. Je ne sais pas si j'ai couvert quelques questions, mais en tout cas sur les risques, on a un petit peu répondu à la question aussi. Aujourd'hui, l'IA, ça représente un énorme puits d'opportunités, de richesses pour nos jeunes talents, parlant Afrique maintenant, pour nos jeunes talents, pour nos familles, pour nos sociétés. Il faut juste se poser la question de embedded l'éthique dedans, c'est-à-dire apprendre l'éthique, pouvoir considérer l'éthique en fait dans ce développement, dans ce design, dans tout cet usage aussi. En fait, on parle du développement et on ne parle pas de l'usage. C'est très important aussi, par exemple, vous, quand vous avez une application qui apparaît, qui est gratuite, de se dire, mais en fait, elle me facilite ma vie, mais est-ce qu'elle est éthique? Certainement, pour certaines, la réponse est non. Pour certaines, je ne dis pas toutes, mais pour certaines, la réponse est non. Et la réponse est non peut-être sur une partie, pas sur l'ensemble de l'usage, sur une partie de l'usage. D'accord? Donc, c'est pourquoi la question de l'éducation et de l'awareness et de la démocratisation vont permettre à tout le monde de se poser cette question de l'usage et de challenger. Je l'achète ou je ne l'achète pas? Elle est gratuite. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces applications ne font que augmenter en fait, accessiblement et gratuitement, ce qui fait que vous êtes en train de les consommer et de générer de la donnée dedans. Et plus vous générez de la donnée, plus ils apprennent et ils sont en train de générer de la connaissance ou de l'information ou des propositions, on va dire, pour ne pas les rendre au titre de la connaissance et avoir des questions qui vont émerger par là. D'accord? Donc, l'IA ne s'intéresse pas qu'à l'humain. Je vais réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. L'IA s'intéresse à tout. Mais vu que l'humain est au centre de tout, forcément, on revient à l'humain, d'accord? Mais l'IA s'intéresse à tout. Elle s'intéresse à, par exemple, comment on fait les choses, comment des choses se comportent les uns avec les autres, comment les produits réagissent ensemble, comment les systèmes réagissent ensemble. Vous voyez? Donc, après, c'est nous le centre, mais derrière, elle s'intéresse à tout. Je ne sais pas si j'ai couvert quelques questions, mais en tout cas, merci beaucoup, c'était extrêmement riche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y, Monsieur Malakji. Oui, alors, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse, en tout cas ma vision par rapport à certaines questions. Donc la première, c'est mon ami Mohamed Lemedi par rapport à l'éducation. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Lubna par rapport au fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à une problématique où il faut absolument revoir notre façon de voir le système éducatif. Et le problème est encore plus important parce qu'il ne s'agit pas simplement de revoir la façon qu'on opère, il faut aussi former les éducateurs, les enseignants sur ces pratiques-là. Et c'est quelque chose qui prend énormément de temps, qui nécessite beaucoup de moyens. Et donc, la problématique n'est pas vraiment très évidente. Alors, la question de monsieur par rapport à la morale. La morale, effectivement, on peut très bien voir que chaque pays ou chaque groupe peut avoir sa propre morale par rapport à sa conduite, sa façon de conduire la vie dans son foyer, dans la société, dans le travail, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une notion absolue, c'est quelque chose qui tout le temps évolue. D'ailleurs, l'humanité, la morale
au niveau de l'humanité a beaucoup évolué avec le temps, avec la civilisation. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons une réflexion à l'échelle internationale qui a défini un certain nombre de principes moraux qui sont humanitaires, bien évidemment, qui nous obligent tous. Et maintenant, il est effectivement de notre devoir à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de son foyer, à l'échelle de la société, de définir par rapport à ce cadre général, qu'est-ce qu'on a à apporter comme élément de réponse sur le plan moral par rapport à un certain nombre de comportements. Et donc, si je me réfère maintenant à la mise en place d'un système d'IA par rapport à la moralité, c'est une des questions les plus difficiles, c'est comment programmer les principes moraux dans une intelligence artificielle. C'est vraiment une problématique aujourd'hui qui est posée. Et bon, bien évidemment, il y a des éléments de réponse, mais elles ne sont pas encore très satisfaisantes. Juste pour conclure, par rapport à ce que disait tout à l'heure Karim, dans la projection future par rapport à des intelligences ou des agents intelligents qui interagissent, aujourd'hui, une des problématiques qui se pose pour nous, c'est comment opérer l'éducation morale d'une intelligence artificielle. Nous sommes en présence d'une intelligence artificielle qui est autonome, donc qui apprend par elle-même. Comment faire en sorte que cette intelligence artificielle s'éduque moralement dans la mesure où elle est autonome. Et parler d'agents autonomes, intelligents, donc d'intelligence artificielle qui interagissent entre eux, comment faire en sorte qu'il n'y a pas de dérive morale entre ces intelligences artificielles qui interagissent entre elles. La question est pour le débat. Simed. Je voudrais, puisqu'on parle de Africa Future avec l'AI, moi je dis que on va avoir donc l'Afrique est jeune, elle va devenir encore plus jeune. Donc, si j'ai un message, il faut travailler ensemble en tant que DSI pour redéfinir l'éducation. Si on redéfinit l'éducation, on va redéfinir le futur de l'Afrique et l'AI est un outil pour définir cette éducation. Ça, c'est. Deuxième point, juste un rappel, vous savez que GPT ne comprend rien de ce qu'il vous écrit. Absolument rien. Il ne comprend rien. La sémantique, il ne connaît pas. Lui, il génère statistiquement des mots, mot après mot. Si vous arrivez à comprendre cela, vous comprendrez que le débat est très difficile. Alors, des algorithmes qui sont éthiquement bons, je ne sais pas ce que ça veut dire. L'Europe veut mettre une IA qui est intègre, honnête, transparente. Je ne sais pas aussi ce que ça veut dire. Par contre, le seul message pour moi important, c'est si plus on l'utilise, plus on va comprendre ses problèmes. Et plus on va l'aider à comprendre aussi. Voilà, aider à comprendre. C'est ça. Et plus on va construire notre futur. Merci. Merci à toutes et à tous. Je rends la parole à Madame Chris. Ok, merci beaucoup. Merci pour ce magnifique panel et puis pour ce débat. Pour une question d'éthique, je dois dire que j'ai préparé ce panel avec l'intelligence artificielle. Voilà, merci. Ben voilà, c'est ça, c'est ça l'éthique. Et disons-nous aussi que l'éthique n'est vraiment pas loin, hein, parce que le monde aussi s'est fait rappeler à l'ordre pour avoir publié une image générée par l'IA et ils n'ont pas précisé que c'était généré par l'IA. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup à ce magnifique panel, ce magnifique débat. De toute façon, nos différents panélistes sont encore dans la salle, donc vous pouvez interagir avec eux. Et nous allons passer à la suite du programme de cette matinée. Donc, je vais vous donner le programme. Mais avant le programme, je vous rappelle qu'il y a l'application Forum DSI que vous devez, ça serait bien de participer. Donc, vous allez vous cliquer dans Programme. Vous allez donc cliquer sur l'activité qui vous intéresse. Il y a un onglet rouge qui est discussion interactive. Et suite à ça, vous avez 3 autres onglets. Et au fond, je crois qu'il y a discussion ou sondage. Et justement, pour chaque activité, ça serait bien de noter, d'évaluer l'activité. Et là, n'oubliez pas aussi que bon, il y a des petits cadeaux de tombola. Donc, si vous pouvez le faire là, pendant la pause café, ça serait bien.
Et donc, il y aura du coup pause café, visite de l'exposition et remise des trophées aux sponsors. Et nous nous retrouvons pour la cérémonie de clôture dans cette salle-là à 12h45. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à tout à l'heure. Merci.